De retour en studio, M. Youman est notre invité. Monsieur, bonjour. Bonjour. Alors, nous parlons des personnalités types. Ça veut dire que chacun de nous a une personnalité, c'est inné ou ça se cultive à la base? Très bien, je veux saluer tous les téléspectateurs de Matin Bonheur, ceux qui prennent plaisir à nous suivre ce matin. Quand on parle de la personnalité, on parle d'une signature qui est propre à chaque individu. La personnalité, en fait, c'est l'ensemble des traits spécifiques à une personne. C'est donc le caractère de la personne, sa façon de réagir à une situation. Et cela se constitue en fait de trois façons. La première façon, c'est l'héritage génétique. C'est-à-dire que 50% pratiquement de ma personnalité a été le résultat, n'est-ce pas, d'un héritage génétique. Donc, provient de mon père et de ma mère. Ensuite, il y a 10% de mon patrimoine, on va dire personnel, n'est-ce pas, qui provient aussi de l'environnement dans lequel j'évolue. Et les 40 autres pourcents sont déterminés en fait par les expériences et par les circonstances de ma vie. Donc, la personnalité va se développer jusqu'à 11 ans. Donc, de 0 jusqu'à 11 ans, la personnalité va se constituer, mais elle va subir une forte mutation au fil donc, de la croissance de l'individu et à la rencontre justement de tout ce qui peut être événements, circonstances qui viennent soit pour biaiser cette personnalité qui a été forgée d'avance ou pour l'améliorer. Donc, la personnalité, elle n'est pas fixe. Elle peut changer progressivement en fonction des circonstances face auxquelles nous nous retrouvons. Jusqu'à l'âge de 11 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, parce que l'enfant est petit, donc ça veut dire que c'est l'empreinte, au-delà du code génétique dont il hérite, c'est l'empreinte que va mettre là-dessus ses parents. Tout à fait. Donc ça c'est vraiment son environnement. Cet environnement-là peut être familial, cet environnement-là peut être lié justement à l'école, ça peut être lié aux amitiés qu'il aura, etc. Ça peut être lié également à ce qu'il verra. Par exemple, le genre de film qu'il regardera, le genre de livre que l'enfant va lire, le genre de choses que l'enfant va entendre vont contribuer significativement à influencer et finalement à donner une personnalité à cet enfant. Mais comme je dis, jusqu'à 11 ans, on peut toujours agir positivement sur le changement de la personnalité d'un enfant si cette personnalité-là ne correspond pas véritablement à celle qu'on attend de l'enfant. Et on le verra certainement au cours du développement. Donc c'est important de réaliser que c'est crucial, cette période de la vie. C'est très important. Et ça interpelle les parents. Oui, effectivement. Par exemple, quand on rentre à la maison et puis on voit que l'enfant regarde, par exemple, chez moi les enfants appellent ça le film des nounous. Il y a certaines heures où des films de différentes tendances passent. Tout à fait. Ce n'est pas forcément adapté à l'enfant. Pas du tout. Donc on n'en rigole pas. Il faut régler le problème. Tout à fait. Et puis mettre l'enfant sur des chaînes qui le concernent. Tout à fait. Et c'est important de savoir que la plupart des problèmes que nous avons étant adultes ont leur origine et leur racine dans notre enfance. Ce qui suppose que parfois, soit par négligence, les parents n'ont pas su à un moment donné redresser ce qu'il fallait. En général, on dit en développement personnel que cette période de notre vie-là est semblable en fait au fer lorsqu'il sort du feu. N'est-ce pas? Lorsque le fer il sort du feu, il est modelable. On peut lui donner toutes les formes qu'on veut, mais une fois le feu refroidi, il est difficile de donner une forme personnelle, une forme volontaire au fer, parce que le fer aura adopté la forme qui lui sied. Donc cette période de la vie-là, c'est la période la plus façonnable, la plus malléable. L'enfant est en construction en réalité. Et dans cette construction-là, les parents que nous sommes, nous devons participer vraiment de manière active. Comme vous le dites, par rapport justement aux émissions de télévision, il faut savoir que les programmes de télévision sont conçus en fonction d'un public type. Les enfants ont un programme qui leur sied, les jeunes, les adultes, etc. Donc quand ce n'est pas un programme pour enfants, il faut pouvoir obliger l'enfant, parce qu'à ce moment précis, l'enfant n'a pas forcément le discernement nécessaire pour juger de l'opportunité de ce qui est bon ou mauvais. C'est aux parents justement de lui donner cette orientation-là. Il faut éviter de faire participer vos enfants à des émissions, par exemple, qui indiquent de façon précise des auréoles qui précisent l'âge, par exemple, moins de 10 ans, moins de 12 ans. Et les parents ne font pas suffisamment attention à ce genre de choses. Mais un film, il projette aussi une sorte de construction
psychologique dans l'esprit d'un enfant. Donc, ça peut ne pas avoir de répercussions aujourd'hui, mais dans l'avenir, on peut avoir des enfants justement qui manifestent une violence incomprise, une violence immaîtrisée, mais qui en réalité est le résultat de tous ces films qui se sont déposés dans son subconscient. D'autant plus que apparemment c'est une caricature de la vie. Dans les films policiers, on réalise que quand on a attrapé un psychopathe et quand on fait une enquête sur sa moralité, on réalise que dans son enfance, il a subi des traumatismes qui justifient son attitude aujourd'hui. Donc, ça veut dire que c'est vraiment la conséquence de son enfance. Tout à fait. Et je veux dire, ces films ne sont pas que des fictions. Parce que sur ces films-là travaillent donc des spécialistes en développement personnel, travaillent des psychologues qui fournissent la matière à tous ces réalisateurs-là. Et donc, c'est sur des bases scientifiques, c'est sur des bases qui sont réelles que ces films à fiction-là sont montés. Effectivement, la plupart des difficultés que nous connaissons étant adultes ont leur origine dans notre enfance. Et donc, comment justement découvrir cette personnalité qui nous est propre et comment justement agir là-dessus quand on est encore enfant. C'est vrai, à l'âge adulte, il faut des spécialistes en développement personnel, des psychologues, etc. pour agir sur la personnalité d'une personne qui peut-être à un moment ou un autre a été troublée ou perturbée par une situation quelconque. Mais déjà, il faut savoir la personnalité que l'on a et ensuite savoir que la personnalité que nous avons n'est pas forcément un défaut. C'est notre personnalité. Elle n'est ni bonne ni mauvaise, elle n'est ni bien ni mal. C'est notre personnalité. Il faut d'abord l'assumer. Donc, se connaître, savoir de quoi on est capable ou pas et à partir de là, maintenant, savoir comment agir dans notre rapport aux autres. D'accord. Donc, ça veut dire qu'on a réussi aujourd'hui, la technologie, la science et puis votre domaine d'activité, à serrer les différents types de personnalités. Tout à fait. Je veux dire, ça a été vraiment une démarche tout à fait existentielle. On a toujours voulu savoir qui est l'homme, qui est l'homme, qu'est-ce qui le caractérise véritablement. Quand l'homme est dépouillé de son travail, de ses activités, de tout ce qui l'entoure, qu'est-ce qui lui reste finalement? Et cette démarche-là a été l'objet de plusieurs travaux de recherche, mais il y a des écoles en réalité. Il y a des écoles en fait qui pèsent beaucoup plus sur les traits de la personnalité et il y a d'autres écoles qui pèsent sur les types de personnalité. Nous appartenons à l'école qui aime véritablement les types de personnalité parce qu'elles estiment qu'il n'y a pas un trait particulier à une personne. Vous savez, vous pouvez avoir par exemple une personne introvertie mais qui, dans certaines situations, se retrouve être extraverti. Voilà, donc les types de personnalités ont été sériés en 6 grands types. Il faut dire que ce sont des bases de personnalité, c'est-à-dire que dans un type précis, on peut retrouver plusieurs autres types, mais il y a un type qui est fondamental en fait et qui caractérise la personne. Donc ces 6 types de personnalités, ou ces 6 personnalités types dont nous allons parler, c'est d'abord l'empathique, c'est aussi le travaillomane, ça fait 2. C'est également le rêveur, le rebelle, l'entrepreneur et aussi, comme on aime à l'appeler, le promoteur. Donc ces 6 types de personnalités-là caractérisent l'ensemble des êtres humains qui sont sur la planète Terre. On peut reprendre les 6 Donc d'abord l'empathique, le travaillomane. Alors empathique, c'est quelqu'un... Donc l'empathique, on en parlera tout à l'heure, mais l'empathique en fait c'est une personne qui a une personnalité et une intelligence qui est émotionnelle. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus sensible, quelqu'un qui comprend les choses non pas par rapport à ce qu'on lui présente, mais par rapport à ce qu'on l'amène à ressentir. Donc il est beaucoup plus mu par le ressenti que par autre chose. Il est extrêmement sensible, pas vulnérable. Il n'est pas forcément vulnérable, mais c'est quelqu'un de sensible. C'est quelqu'un qui a une intelligence sensorielle, par exemple. Ça c'est le premier. Après, on reviendra en détail. Voilà, on reviendra en détail. L'empathie. Ensuite, on a le travaillomane. Le travaillomane, comme le nom l'indique, c'est quelqu'un qui est assez logique, qui obéit à une démarche, n'est-ce pas, qui aime le processus, non l'événement. Ce qui intéresse le travaillomane, c'est le concret. Qu'est-ce qu'on fait là maintenant ? Pourquoi je suis là aujourd'hui et pas le détail qui est autour. Ensuite, on a le promoteur. Le promoteur, en fait, finalement, c'est quelqu'un qui a cette personnalité-là de booster les autres. Il est constamment en train de booster les autres. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il est quelque part, va susciter l'esprit de groupe, l'esprit de travail. Ensuite, on va avoir... C'est pas quelqu'un qui développe des activités à chaque fois. Non, il faut préciser que les types de personnalités n'ont rien à voir avec la signification, si vous voulez, étymologique ou sémantique des mots.
Voilà, c'est complètement le différent. promoteur, lui, il booste, Voilà. il motive les autres. C'est un booster, c'est un motivateur. On a également le rêveur. On aurait dit c'est quelqu'un qui fait beaucoup de rêves. Maintenant, ça n'a rien à voir. Le rêveur, en fait, c'est quelqu'un qui est créatif. C'est le type de personnes, par exemple, qui ont une imagination débordante, qui sont capables, lorsqu'ils sont en face d'une situation, à trouver tout de suite l'idée. On dit en général de ces personnes-là qu'ils ont la tête qui tourne vite, très vite. Ensuite, on va avoir un autre type de personnalité, et le dernier type de personnalité qui est le rebelle. Le rebelle, c'est pas vraiment quelqu'un qui est anticonforme, hein. Ça n'a rien à voir. Le rebelle ici, c'est quelqu'un qui a cette personnalité et qui est capable justement d'être observateur dans tout ce qu'il fait. Donc, il est observateur, il a une démarche qui est déductive, il ne prend pas de décision tout de suite. C'est quelqu'un qui va prendre le temps de comprendre très bien ce que vous attendez de lui et qui prend souvent une décision tardive, mais lorsque sa décision est prise, il est difficile d'en démordre. Voilà, c'est un type de personne que nous allons justement découvrir au fil des différents passages du matin. À vous écouter parler, j'ai l'impression, peut-être à tort, de me retrouver dans plusieurs. C'est possible? Voilà, c'est possible. C'est pour ça qu'on nous on parle de type de personnalité. C'est-à-dire qu'il y aura un type qui est particulier à une personne et autour de ce type-là va graviter soit les 5 autres ou les 4 autres types de personnalités. Donc chacun de nous a besoin d'être promoteur à un moment donné de sa vie. Chacun a besoin d'être rêveur à un moment donné de sa vie. Chacun a besoin d'être travaillomane. C'est pour ça que nous, notre démarche n'est pas de juger, n'est pas de dire vous êtes travaillomane, c'est mauvais, vous êtes rêveur, c'est mauvais, mais c'est de dire vous êtes travaillomane, vous pouvez donc commencer à développer autour de cette personnalité que vous avez d'autres aspects de la personnalité qui existent pour que vous soyez une personne assez sociable. D'accord. Et donc les deux aspects que on va approfondir aujourd'hui? C'est l'empathique et le travaillomane. Donc deux personnes qui sont complètement à l'opposé. Lorsque nous parlons de l'empathique, l'empathie en fait, c'est cette aptitude que nous avons naturellement, cette attitude que nous avons dans nos relations humaines à nous intéresser aux autres. Donc, le fait d'être empathique, c'est s'intéresser, s'ouvrir aux autres. Mais on s'ouvre tellement aux autres, finalement, on s'oublie soi-même. Donc, l'empathique, c'est ce trait de personnalité de cette personne-là qui vit pour les autres, finalement, qui s'habille pour les autres, qui vit pour le camp, dira-t-on. Ça, c'est très important pour l'empathique. Sa manière de présenter, sa façon d'agir, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit est motivé par ce que les autres vont ressentir en tout premier lieu. S'il vient le matin dans une entreprise et qu'il n'a pas salué, ce n'est pas seulement par rapport aux valeurs que l'éducation nous impose, mais c'est par rapport au ressenti. Qu'est-ce que les autres penseront si je ne les salue pas ce matin? Qu'est-ce que les autres penseront, par exemple, si je ne viens pas au travail ce matin? Donc, c'est quelqu'un qui a une intelligence émotionnelle très, très, très développée. Et là, on parle de coefficient émotionnel. Donc, dans le coefficient émotionnel, les empathiques rôdent autour de 90 à 95% en termes d'émotion. Ce sont des personnes qui, par exemple, qui traversent des moments difficiles, il ne faut pas chercher à expliquer à l'empathique ce qu'il vit. Il faut participer avec l'empathique. Par exemple, si vous avez un fils, une fille, un mari, une épouse empathique, il ne faut pas tout de suite, quand vous voulez l'aider, par exemple, à surmonter une difficulté, vous tenir loin de la personne. Elle ne comprendra pas votre soutien. Elle ne comprendra pas votre appui. Il faut en général les prendre par la main. Il faut en général les étreindre. C'est de cette façon-là qu'ils se sentent compris, qu'ils se sentent véritablement importants. Très bien. On va faire une courte pause. Il est 7 h et nous avons une page de publicité. Sous le parrainage du ministre des Ressources animales et halieutiques, le syndicat national des cadres supérieurs de la santé de Côte d'Ivoire, SYNACASI, organise son 10e congrès ordinaire. Les 27 et 28 février 2015 à l'amphithéâtre de l'espace CRAE UEMOA Abidjan Plateau. Thème, syndicalisme et défis d'orientation stratégique dans le contexte de développement de la Côte d'Ivoire. Cas du SYNACASI. Médecins, pharmaciens, chirurgiens dentistes et vétérinaires, mobilisons-nous tous pour la réussite du 10e congrès. Contact 04 24 15 25.